Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table. Après la jeunesse stigmatisée, la vieillesse occultée. Et si la vieillesse, au contraire, était le plus bel âge de la vie, elle écrit « Je ne vis pas mon âge » comme raréfaction de mon être, mais comme une vitalité moins impatiente. Laura Adler publie La voyageuse de nuit chez Grasset. 50 ans après la vieillesse de Simone de Beauvoir, elle sera notre invitée à partir de 12h55. Mais d'abord, chroniqueuse, humoriste et comédienne. Après Double vie d'Olivier Assayas, Alice et le maire de Nicolas Pariser, on la retrouve en trentenaire, déprimée mais heureuse dans Éléonore de Amro Hamzaoui en salle ce mercredi. Nora Hamzaoui est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts à partir de franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Sous la pression de sa mère et de sa sœur, Éléonore, écrivain un peu raté, se trouve un petit ami, un bon parti et un job. Pistonnée par sa mère, elle devient l'assistante d'un éditeur auquel elle va peu à peu s'attacher comme à un père. Ah non, mais me dis pas que t'es encore au lit à cette heure-ci. Vivement que ça s'arrête, cette dépression, ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. Si tu te reprends pas immédiatement en main, tu finiras en HP, comme ta grand-mère Babette. J'ai 34 ans, j'ai pas de boulot. T'as voulu devenir écrivain? Tu t'es planté. Faut savoir faire un constat d'échec, parfois. Si tu avais du talent, ça saurait maintenant. Vous pensez être une psychopathe? Un vrai cas social. C'est sophistiqué et audacieuse. Féline. Féline. Ça veut rien dire, Féline, c'est juste une façon polie de dire cochonne. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu réagisses. Ça va pas, non? Mais vous faites pas chier! Et que tu te mettes enfin à te comporter comme une adulte. Vous croyez pas doit venir d'elle, maman. C'est comme pour les tox et les alcoolos. Faut que ça vienne de l'intérieur. Hein? Faut vraiment que t'apprennes à te réconcilier avec ta féminité. Une femme doit savoir jouer de ses atouts. Ça me va pas du tout, je suis horrible, on dirait un train. Bonjour Nora Hamzaoui. Bonjour. Là, on a un petit condensé de tout ce qu'on n'a vraiment pas envie d'entendre quand on a 30 ans et qu'on se cherche et qu'on ne s'est pas encore totalement trouvé. Est-ce que le pire, ce n'est pas si tu avais du talent, ça se saurait? C'est terrible parce que ça veut dire que le talent dépend d'une certaine notoriété ou dépend d'une certaine validation, quoi. C'est terrible. C'est le regard des parents. Après, il y a quelque chose de très juste là-dedans. Je pense que quand des enfants sont dans un truc artistique, les parents préfèrent toujours qu'ils choisissent la sécurité. Et ils valideront ça à partir du moment où c'est validé par la profession, le public. Enfin, ouais. C'est le cœur du film. C'est un film sur le regard des autres et le regard qu'on porte aussi sur soi. Regard attendrissant, regard dur, regard provoquant, regard réducteur, rabaissant. Ce rôle, il avait vraiment envie de vous l'offrir. Après des années aux États-Unis à travailler notamment avec un Michel Gondry, puis en France comme scénariste, il s'est lancé comme réalisateur. Ce film, c'est celui d'Amro Hamzaoui, votre frère, Éléonore, donc c'est son titre. Est-ce que le résultat vous surprend ou est-ce que vous diriez qu'en fait le film lui ressemble et que c'est pas étonnant qu'il ait fait ça? Le film lui ressemble. Non, en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que la différence, vraiment le vrai truc de travailler pour son frère, c'est que c'est pas comme si j'avais rencontré un réalisateur qui m'offrait un scénario et que après ça se faisait et j'étais uniquement comédienne. Là, comme moi, je suis là depuis le début, le processus, j'ai su, à partir du moment où il voulait écrire un film, de quoi il voulait raconter. Ça m'étonne pas de lui qu'il ait voulu parler de normes et du regard des autres. Et ça m'étonne pas de lui non plus qu'il ait voulu parler de pression familiale plutôt qu'autre chose. Et moi, j'avoue que j'étais assez ravie que sur une comédie, même si elle a de la mélancolie, mais sur une comédie portée par une femme, j'aimais bien que l'enjeu soit autre que l'amour. Elle cherche un mec, elle s'est fait larguer par un mec, elle quitte un mec, elle est amoureuse d'un mec. J'aimais bien que ces problèmes viennent d'autres choses, un truc de confiance en soi, le regard des autres, la norme, la famille. Et ça, c'est des sujets qui nous plaisent à tous les deux. Et justement, est-ce que la confiance en soi, elle se trouve pas d'abord en famille, dans la famille et à contrario, la mésestime de soi, est-ce que c'est pas aussi de ça que ça naît? Est-ce que la famille n'est pas le noyau où tout commence? Mais si, clairement, et c'est marrant parce que ça, on peut en parler, c'est infini. On en parlait avec des amis sur
qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont beaucoup plus confiance que d'autres? Il y a clairement quelque chose qui est lié à l'enfance, à l'éducation, au regard des parents. Enfin, et après, le personnage d'Éléonore, moi, je l'aime énormément et je le trouve aussi à des moments super agaçant, et c'est ça qui me plaît aussi. Je veux pas que ce soit... C'est aussi une anti-héroïne, mais elle a une certaine immaturité émotionnelle de confier les clés de sa propre vie à cette famille et de laisser cette pression-là alors qu'elle est adulte, quoi, et qu'elle devrait s'affranchir du regard de sa famille. Alors, puisque c'est un film fait en famille, vous me voyez un peu venir, vous, dans la famille, vous étiez quoi? Quel chiffre dans l'équation? Moi, je suis la dernière et je suis un peu le cancre, je dirais. Je suis un peu mauvaise élève. J'ai 2 sœurs et un frère qui étaient très bons à l'école, très responsables, très... Puis c'est toujours aussi, ça aussi, c'est un vrai truc, l'éducation que le premier a reçu n'est pas la même que l'éducation que la dernière reçoit. On n'a pas les mêmes libertés, on se permet pas les mêmes choses. Donc moi, je dirais que j'ai toujours été un peu plus libre et rebelle, et aussi un peu plus... mais parce que j'ai essayé de construire quelque chose, je me disais, c'est pas avec l'école et les bonnes notes que ça va marcher pour moi, en tout cas. Vous étiez plus libre, est-ce à dire pour autant que vous vous êtes construite en miroir avec votre fratrie, avec vos frères et sœurs? Je ne sais pas, il y en avait combien d'ailleurs? 3? J'ai 2 sœurs, c'est ça, 2 sœurs et un frère. Je sais pas, j'ai l'impression... Il y a beaucoup d'écart entre nous. Enfin, mon frère a 9 ans de plus, ma grande sœur a 13 ans de plus, après j'ai une sœur qui a 4 ans de plus. On est tous très différents. Je sais pas à quel point on se construit en miroir, en opposition, Je pense qu'on est tous très, très différents, en fait. Et je ne saurais pas dire. Je sais que j'ai essayé de trouver sans doute que j'ai essayé de trouver ma place en me disant j'ai pas les mêmes forces qu'eux, et j'ai pas non plus les mêmes failles qu'eux sur certaines choses. Donc, je sais pas, c'est marrant. Ma mère, elle nous disait souvent elle parlait en portée. Elle disait j'ai 2 portées. Il y avait les deux aînés et puis nous. Et j'ai l'impression que tout a été très différent pour nous tous. Et qu'est-ce qu'elle attendait de vous? Elle attendait qu'on soit responsable, qu'on la laisse un peu tranquille, je pense, et elle emploie ce mot. Souvent, on me dit mais ta mère doit être fière, et je dis elle dirait plutôt rassurée. Alors, elle emploie le mot fière, mais elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin de sécurité, de l'autonomie. Elle voulait qu'on ait de la stabilité et de l'autonomie, de l'indépendance, qu'on trouve un métier, qu'on gagne notre vie, qu'on se débrouille. Mais il n'y avait pas une définition figée de la réussite? Elle était quand même assez obsédée par le CDI. Et à tel point que... C'est complètement raté, vous concernant. Ouais, pour moi, ça a été complètement raté, mais à tel point que vraiment, même quand j'ai commencé à la télé, elle m'a dit c'est un CDI. Et j'étais là, écoute, il faut vraiment arrêter. Même elle me posait la question, même pour le théâtre, est-ce que c'est un CDI? J'étais là, il n'y a pas de contrat, je n'ai pas de CDI. Donc elle a été assez obsédée par le CDI. Mais je pense que oui, elle a besoin d'être rassurée. Il y a un truc un peu névrotique, c'est-à-dire que même sur le spectacle, elle est évidemment fière, aimante et tout, mais quand elle me dit je t'ai toujours encouragée, oui et non, elle m'a encouragée, et elle a eu raison, elle m'a encouragée à être aussi très indépendante et autonome. Donc le spectacle, elle a été fière aussi quand elle a été rassurée, c'est-à-dire quand elle a vu... elle a été très fière, par exemple, quand elle a vu des colonnes Maurice. Et je lui dis, mais tu sais, les colonnes Maurice, c'est pas un prix, hein, c'est quelque chose qu'un producteur paye. C'est pas une reconnaissance de la ville, quoi. Et elle me disait, oui, mais si un producteur, ça veut dire que elle a besoin d'avoir des repères. Et qu'il y aura peut-être un public. Et c'est vrai que quand on fait un métier public, un métier où on appelle le public et où on a besoin du public aussi pour exercer, ça peut rassurer. Vous lui avez donc depuis expliqué le régime de l'intermittence et ça l'a peut-être pas énormément rassuré. Reste que vous faites votre chemin. Vous avez commencé par la télé, vous avez poursuivi ou en parallèle mené ce parcours dans ce qu'on appelle le stand-up, humoriste, le spectacle et aujourd'hui le cinéma. Qui vous trouve et vous reconnaît. Travailler en famille, vous le disiez, c'est une expérience assez particulière. C'est pas vraiment plus facile de jouer sous le regard protecteur d'un proche, d'un frère qu'on connaît bien, que celui d'un inconnu. Et à propos d'inconnu, il y a eu cette prestation remarquée dans Double Vie d'Olivier Assayas, où vous étiez Valérie, mariée avec Léonard, vous étiez assistante parlementaire. Olivier Assayas, c'est l'homme qui n'hésite pas, ou en tout cas le cinéaste, a raconté que le cinéma est aussi un art du désir. On va l'écouter sur son travail avec les actrices. Quand je filme une actrice, il y a 2 choses. Il y en a une qui est celle
comment dire, qu'il y a la question de l'inspiration. Il faut que quelqu'un vous inspire, en règle générale. Et alors après, est-ce qu'on peut utiliser les mots muse, inspiratrice, que vous voudrez, mais enfin bon, moi j'ai envie de le dire en termes de collaboratrice. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avec les actrices et les acteurs, il y a cette idée qu'il y a un travail qu'on fait ensemble et qui relève d'affinités qui sont éventuellement intimes et que d'une certaine façon, encore une fois, peut-être que c'est pour des raisons sexuelles, sentimentales, de genre aussi, etc. C'est peut-être plus facile pour moi d'aller vers des filles, des femmes, mais je ne crois pas que ce soit là quelque chose qui soit de nature sexuelle. Je crois qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la poésie, avec l'émotion, avec la sensibilité, avec la beauté, avec une forme de grâce qu'on cherche et qui pour moi est au cœur des choses, mais pour moi, il y a le même rapport qu'il peut y avoir avec n'importe quel autre interprète, avec un paysage, il y a quelque chose qui a à voir avec une forme de sensualité qu'on va chercher dans la représentation du monde en général et dont les acteurs sont le vecteur. Voilà, les acteurs sont le vecteur d'une représentation du monde, nous disait Olivier Assayas en pleine vague MeToo. C'est assez courageux d'avouer aussi pour un réalisateur, un cinéaste, que le désir, et il a plusieurs visages ce désir, peut aussi se manifester, qu'il est au cœur de cette démarche artistique. Qu'est-ce qu'il a trouvé en vous, d'après vous, Olivier Assayas, Nora Hamzaoui? Ça me fait tellement plaisir de l'entendre, je l'adore Olivier, enfin il le sait de toute façon, donc, mais je crois que justement il y a quelque chose qui dit là et qui moi m'a fait un bien fou, en fait c'est qu'il parle de collaboration plutôt que d'un... Enfin, il parle de désir et tout, mais il parle de collaboration. Et moi, il m'a fait comprendre, en effet, j'avais toujours l'impression, et c'est pour ça que aussi j'ai voulu être indépendante, que j'ai fait mes propres spectacles, mais j'avais toujours l'impression que c'était... qu'il y avait quelque chose d'infantilisant à attendre, de dépendre du désir de l'autre, de dépendre de l'envie de l'autre. J'avais toujours le sentiment qu'il y avait une sorte de souffrance pour parvenir à plaire à un metteur en scène, ou en tout cas qu'il fallait se poser des questions et être soumis à quelque chose, je ne savais pas quoi, ça me paraissait très abstrait. Et pour moi, infantilisant, peut-être parce que j'ai pas plu à mes professeurs à l'école, j'en sais rien, mais il y avait quelque chose comme ça. Et Olivier m'a fait comprendre à quel point c'était une relation, en fait. Et qu'en effet, il y a une émulation, il y a quelque chose où... Lui, il m'a dit les choses assez naturellement quand on s'est rencontrés. Enfin, c'est une relation, c'est comme si tout à coup, deux personnes se rencontrent et elles s'entendent bien et elles parlent le même langage. Et il a aimé, il me disait, j'aime bien comment tu parles, j'aime bien comment tu te déplaces. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu... Moi, je comprenais pas, j'en revenais pas trop. Et pour autant, je sais que suite à notre premier café, je me suis dit, bon, si ça se fait pas, en fait, je pense que ça se fera avec personne parce qu'il y a un truc tellement logique quand on se parle et qui est tellement simple et qui est tellement fluide que ça ne peut que se passer, quoi. Il vous a placé sur un pied d'égalité. C'est ce que vous dites. Ouais. Et il a vu en vous, on a le sentiment, à travers ce rôle de Valérie, une forme de dureté, ou en tout cas peut-être une volonté, si on se fie au personnage, qui était différent de celui que vous adoptez, des habits que vous pouvez revêtir comme humoriste et de ce personnage que vous vous êtes créé dans vos spectacles. Comment vous concevez le statut de l'actrice sur le plateau? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut que vous soyez aussi force de proposition, de suggestion? J'ai l'impression que c'est... Jusqu'ici, tout le peu de films que j'ai fait, ça a toujours été... ça s'est passé comme toujours d'une façon très joyeuse, où j'avais pas l'impression de devoir... je comprenais pourquoi on avait envie de me faire travailler. Et du coup, c'est des gens qui donnent confiance, qui nous donnent confiance. Et dans ce cas-là, oui, moi j'aime bien... Je propose beaucoup de choses. Olivier nous laissait vraiment... il avait envie qu'on lui propose, il aimait bien dire qu'il y avait pas mal d'impro. Il y en avait peut-être. Contrairement au spectacle, moi je suis tellement contente de me soumettre, entre guillemets, au désir de quelqu'un d'autre que le mien, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas, moi, me regarder et de me laisser diriger. Je trouve ça très agréable. À l'être et le paraître, c'est ce que dit votre frère à propos d'Éléonore, ce film qu'il a donc réalisé, Amro Hamzaoui, avec vous, dans le rôle principal, celui d'Éléonore, cette jeune femme qui se cherche et qui répond aussi aux contraintes, aux demandes de sa mère et de sa sœur, qui la poussent à aspirer à un mode de vie un peu plus établi, un peu plus reconnu. Cet ordinaire, d'ailleurs, cette normalité, être comme les autres, ça c'est ce que lui souffle le psy du film. Est-ce que c'est un idéal pour vous?
Ça a plutôt été un problème dans ma vie. Je pense que je me suis beaucoup trop posé la question de qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Même artistiquement, je pense qu'il y avait des moments où sur les spectacles précédents, dans l'écriture, je me disais qu'est-ce qui fait rire les gens, comme s'il y avait les gens, comme s'il y avait une entité, comme s'il y avait une bonne et une mauvaise manière de faire. Et ça me parle beaucoup. Il y a quelque chose de penser qu'il y a, en effet, de penser qu'il y a mais c'est sans doute encore des failles de mauvais élèves ou je sais pas, mais j'avais quelque chose de névrotique à penser qu'il y avait quelque chose, oui, une bonne et une mauvaise manière de faire. Et je trouve que l'époque et les réseaux sociaux amplifient ce problème. On a le sentiment que on est très facilement, on compare très facilement sa vie à celle des autres. Mais moi, j'ai des amis qui sont brillants, qui me disent « il passe des vacances canon et tout ». Mais enfin, je dis, s'il passait des vacances canon, il passerait pas son temps à se poster, en fait. Donc, ça crée, on se compare aux autres. Il y a énormément de livres de développement personnel. Il y a des coachs partout, des coachs de vie qui émergent partout. Enfin, comme si, oui, il y avait une bonne manière de se comporter, de vivre sa vie. Mais cette dépendance au regard des autres, est-ce que c'est mal? En fait, le film ne répond pas vraiment à cette question. On sent qu'à la fois, ça peut être un moteur, ça peut aussi tirer vers le haut. Et on l'évoquait, vous faites un métier public, ouais. Vous avez besoin de cette reconnaissance-là. Et en même temps, ça peut freiner, ça peut ralentir parce que ça enferme. Je pense que le regard des autres, il est forcément présent. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec... Je ne sais même plus avec qui j'en parlais, qui me disait « Oh là là, le métier de comédien, ça doit être trop dur de... les gens qui nous regardent, d'être jugés, d'être au centre et tout, je sais pas quoi. Et je disais, mais moi, je crois qu'il y a une faille, en tout cas, et que ce problème d'être regardé, de la pression et du regard des autres, elle existe. Elle existe plus ou moins fort chez les gens, mais par exemple, moi, je gère beaucoup mieux la pression d'être regardée par un public que d'être regardée par ma propre famille. Parce que j'ai l'impression de maîtriser quelque chose et d'inventer quelque chose. Donc, le regard des autres, je trouve que si on souffre de ça, le meilleur moyen de moins en souffrir, c'est de créer pour trouver une raison que le regard des autres existe sur soi. Avant Éléonore, prénom de l'héroïne que vous incarnez, le film s'appelait Femme-enfant. Ce serait quoi pour vous, une femme-enfant? C'est une fille qui refuse de grandir, une fille qui refuse d'adopter les codes de la féminité et les signes extérieurs de réussite, c'est-à-dire ce qu'on lui propose dans le film, boulot stable, mari, bonne situation. C'est une fille qui refuse de se faire une place en société. Mais j'avoue que j'aime pas du tout en plus cette expression, donc je suis contente que le titre ait changé parce que je sais pas, j'aimais pas ce côté un peu... Je trouve qu'il y a toujours un côté un petit peu Lolita dans le truc femme-enfant, un truc connoté. Je sais pas, on imagine quelqu'un, je sais pas, enfin moi c'est moi, j'imagine beaucoup de roses et de trucs et de je sais pas ce que c'est, enfin bon bref. Mais en tout cas, sur ce personnage, il y a quelque chose de l'ordre de sentiment qui me rappelle un peu l'adolescence. Je sais pas si c'est un refus de grandir, mais c'est en tout cas peut-être d'être dépendant de choses dont on devrait s'affranchir et que ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'être un adulte. Et c'est sans doute aussi un personnage qui pense qu'être adulte, qui se met une pression sur l'âge adulte, mais comme on peut se mettre une pression sur la maternité. Et on se rend compte en grandissant qu'on est la même personne quand on est mère, mais qu'on est capable de tout et que les choses ne vont pas subitement changer comme si on changeait de statut parce qu'on devenait adulte, parce qu'on devient mère, parce qu'on change de boulot. On est les mêmes personnes qui évoluent au cours du temps, mais... Dans un livre, après 30 ans, qui est paru chez Mazarine, vous avez la dent encore plus dure sur le syndrome de la femme enfant. Vous écrivez « Je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais nostalgique de mon adolescence. Attention, je ne dis pas que j'ai le syndrome de Peter Pan. Je crois même qu'à chaque fois que j'entends une fille conne dire « De toute façon, moi, je suis une femme enfant », je lève systématiquement les yeux au ciel. Une femme enfant, pour moi, c'est juste une façon sympathique pour dire « Je suis une adulte pas finie, un peu stupide et un peu cochonne aussi ». Non, je dis juste que les années ont beau passer, j'ai beau être plus en accord avec moi-même qu'il y a 15 ans, etc. Bref, tout le topo sur la trentenaire épanouie n'empêche que j'ai toujours le même pincement au cœur à chaque fois que je tombe sur la chanson Crush de Jennifer Page. Par Je tombe, comprenez évidemment, je cherche sur YouTube. On fait un quart d'heure américain, ok? Si, vous allez voir. T'invites Jean-Pierre? T'es dingue, tu vas pas me jeter à son cou. Bon bah moi je vais inviter Roger. Hein. Qu'est-ce que c'est un quart d'heure américain? C'est des filles qui invitent des garçons. Ah bon? Qui t'invite, toi? Moi, personne. Vic m'a dit de te dire que Pénélope voulait sortir avec toi. Quoi? Pénélope veut sortir avec toi? Bah je vais lui dire alors. Ah ouais. Et dis donc, Raoul veut pas sortir avec toi, hein? Je t'ai rien demandé? Bah je sais pas, c'est Vic qui me l'a... Salope! Qui con! Bah merde alors!
Ça fait du bien quand même de retourner un petit peu dans ces années-là aussi. Vous n'avez pas ça avec Diabolomante, d'Yves Simon, ça vous fait pas la même chose? Ah bah si, bien sûr. Mais c'est obsessionnel, hein. Je peux regarder ça 1000 fois, je me dis que j'ai un problème mental. Et en fait, ça dit quoi? Je sais pas ce que ça dit, parce que ce que vous lisiez de moi tout à l'heure, je n'aime pas être nostalgique, je me bats contre ça, mais ça me... Je sais pas, il y a quelque chose qui me fend le cœur quand je vois, je sais pas, une époque, ou quand je me souviens de sensations, particulièrement, j'aime beaucoup les films sur l'adolescence en général, parce que je trouve que l'intensité de ce qu'on vit, parce qu'on le vit pour la première fois, et que c'est rempli d'attentes et de fantasmes, et du désir, d'un désir de liberté, enfin, ça me... Je sais pas, je peux vite aller dans la mélancolie en pensant à cette période, alors que je pense pour autant que c'était pas du tout des périodes forcément heureuses, hein. Je trouve que l'adolescence, c'est un âge hyper compliqué, mais il est tellement intense, et je trouve que ce désir de vivre des choses, enfin vraiment ce truc de vivre des choses pour la première fois, quoi, de se sentir grandir parce qu'on tombe amoureux et tout, c'est dingue. Et c'est un âge où on vous demande un peu moins peut-être aussi de vous adapter, de s'adapter, cette injonction qui pèse plus tard quand on devient adulte, cette invitation à se conformer. Aujourd'hui, quel serait votre modèle? À qui vous vous identifieriez? Est-ce qu'il y a une femme rêvée? Non, et heureusement, parce que je pense que ça me plomberait et que j'y arriverais pas. Il y a beaucoup de femmes que j'admire et des carrières que j'admire. J'aime beaucoup Greta Gerwig, par exemple, mais bon, je sais pas pourquoi je l'ai citée elle, comme ça se trouve, en sortant de votre studio, je dirais j'aurais dû dire telle personne. Il y a énormément de femmes qui m'inspirent, mais je préfère ne pas avoir de modèle. C'est pareil, ça me panique l'idée d'avoir un modèle. On peut avancer sans, de toute façon. Ouais. Vous avez pris 50 plus depuis le dernier livre, une demi-dizaine, 35 ans. Vous en avez même 37 en réalité. 35 ans, dont 15 avant Internet. C'est le titre de votre prochain bouquin qui paraît chez Fayard, recueil de chroniques aussi, après donc 30 ans, 10 ans de thérapie, paru chez Mazarine. La vie avant les réseaux sociaux, avant Internet. Vous êtes trop jeune en fait pour en être là encore nostalgique. À 35 voire 37 ans, on peut faire le constat simplement aujourd'hui de son addiction, de sa dépendance à ces réseaux-là. Mais moi, je suis quand même nostalgique. Ce qui me gêne, c'est le rapport au temps. Je trouve que ça a changé la temporalité, ça a changé les relations, ça a changé une manière de communiquer. C'est pour ça d'ailleurs que le film d'Olivier Assayas m'avait autant plu sur ce que ça raconte du couple. Aujourd'hui, je trouve que des choses ont changé. L'attente, le désir, ce que c'est que le désir, l'ignorance aussi face à certains sujets et tout. Enfin, moi, je suis pas du tout addict aux réseaux sociaux. J'ai un rapport très, très ambigu à ça. C'est-à-dire que à la fois, j'en ai une détestation, à la fois, j'ai envie d'en être. Je critique quand je vois des selfies insupportables. En même temps, j'aimerais beaucoup poster une photo de moi pour avoir des cœurs et des likes et des flammes. J'ai envie qu'on me trouve très jolie. En même temps, si je poste un selfie de moi, j'ai l'impression de mentir et de pas montrer la vérité parce que mon visage n'est pas comme ça, toujours 3/4 avec un filtre. Je trouve ça très utile pour la promo, pour la rencontre avec le public et tout, mais je trouve ça quand même globalement très flippant sur son rapport au monde et à soi et à la solitude. Cette solitude qui nous a aussi rendus dépendants, encore plus dépendants pendant le confinement. On en a entendu, ou assez peu entendu, les humoristes s'exprimer depuis la crise sanitaire. Ils ont été privés, il faut l'avouer, de leur principal lieu d'expression, mode d'expression, c'est-à-dire les salles de spectacle. Pourtant, le one-man show, il règle un peu la question de la scène à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes seul sur scène, donc vous ne risquez pas de partager votre virus avec vos partenaires, contrairement à un chœur, contrairement à une troupe de théâtre. Il n'y a pas de partenaire possiblement contagieux. Ça ne règle pas la question de la salle et ça ne règle pas la question de savoir ce qu'on peut avoir envie de rire, de dire ou de rire d'ailleurs. Hein. Vous pensez que c'est compliqué aujourd'hui de rire, qu'il y a des sujets qui ne se prête pas à ça, des périodes, des contextes? En tout cas, je sais que moi, dans la manière dont j'écris et ce dont j'ai besoin pour réussir à écrire et rire, j'ai besoin de distance et j'ai besoin d'avoir digéré une situation ou de l'avoir réglée ou d'avoir guéri, que ce soit... c'est pour ça que quand parfois on me dit ce que tu racontes, ce que tu dis sur ça, ou même les gens qui disent tu pourras en faire une chronique ou tu pourras en faire un sketch, ça ne m'intéresse pas de parler de la réalité du moment présent, parce que si je parle du moment présent, je suis trop premier degré, j'ai pas le recul
Et plutôt que de parler de ce qui se passe, moi j'aime bien parler de ce que ça provoque en nous. Et donc c'est vrai que là, j'aimerais pas être dans quelque chose de descriptif. C'est pour ça que par exemple rire de l'actualité ou de la politique, c'est pas quelque chose qui me... En fait, je pense que ça m'angoisse tellement que je n'ai pas encore digéré, j'ai pas encore pris de distance et je suis pas là-dedans, j'arrive pas. Et du coup, votre précédent spectacle, le Nora Hamzaoui nouveau spectacle, est-ce qu'il est déjà dépassé? Est-ce qu'il est déjà... Non, je crois pas. Non, je crois pas. Il fonctionnera encore? Oui, bien sûr, parce que je pense qu'on a quand même tous des failles, des névroses, des désirs, des relations, une manière de se voir dans le monde. Enfin, comme ça parle pas... Ça parle des émotions d'une personne, de toutes les situations dans lesquelles elle se sent en difficulté de son rapport au monde, mais ça ne décrit pas non plus, c'est pas descriptif, c'est vraiment c'est sur elle, c'est de l'autodérision. Donc je pense que oui, heureusement, d'ailleurs je vais le rejouer. Par contre, je pense que il va falloir il y aura forcément des transitions, on parle aussi du réel, quoi. Donc et on peut pas faire semblant qu'on joue pas devant un public masqué. On peut pas faire semblant qu'il n'y a pas un truc bizarre dans le fait qu'il y ait une distance entre les gens. Donc je pense qu'il faudra l'intégrer à un moment ou à un autre, mais que pour autant, ça doit pas être le sujet, parce que le sujet, c'est les gens, et les gens sont restés eux-mêmes. Voilà. Vraiment? Je crois. Vous, ça vous a changé? Non, je crois pas. Je crois pas, et c'est une question qu'on me pose souvent, mais je trouve que c'est même trop tôt pour le dire, en fait. On est encore en plein dedans. Ça a changé pendant toute cette période de confinement. Ça a évidemment changé mon rapport au temps aussi, parce que tout à coup, tout le monde était en stand-by. Enfin, il y avait un truc un peu étrange, mais je dirais pas forcément que ça m'a changé. Ça a changé peut-être ma perception sur certaines choses, mais non, non, je dois te dire, ça ne m'a pas changé. Non, ça ne m'a pas changé. Il y aura des dates pour aller voir ce spectacle, ou est-ce qu'elle ne cesse d'être poussée? Alors maintenant, il y a un espèce de truc depuis tout ça. On dit tous a priori, donc c'est devenu la nouvelle règle. Si tout va bien. A priori, si tout va bien et on touche du bois et ainsi de suite, je serai à Paris à partir du 15 octobre au Théâtre République et en tournée à partir de la semaine prochaine, a priori, à Fleury-les-Aubrais et ensuite à Sallanches et à Douai. Et il y a toute une tournée qui se fera a priori. Et si a priori tout va bien, en salle aussi, au cinéma, avec Éléonore de Amro Hamzaoui, ce sera dès mercredi. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.